Le président. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Comme il a déjà été informé au parti et au public aujourd'hui, nous poursuivons l'interrogatoire du docteur Hun Chun-Lee par la défense de Ieng Sary. Par la suite, nous entendrons le témoin TCW 307. Monsieur le greffier, pouvez-vous faire rapport à la Chambre sur la présence des parties pour l'audience d'aujourd'hui? Le greffier. Bonjour, Monsieur le Président. Toutes les parties sont présentes, à l'exception de Monsieur Ieng Sary, qui participe depuis la cellule de détention pour des raisons de santé. Le docteur Hun Chun-Lee est dans le prétoire. Le témoin suivant, TCW 307, est lui prêt à entrer dans le prétoire quand le moment viendra. À sa connaissance, le témoin a indiqué qu'il n'a aucun lien avec l'une quelconque des parties, y compris les parties civiles. Le témoin a prêté serment ce matin. Maître Mon Rotir est le conseil du témoin. Il est dans la salle d'attente. Le président, merci, monsieur le greffier. Avant de laisser la parole à la défense de Ieng Sary pour l'interrogatoire du témoin, la Chambre souhaite laisser la parole à la juge Sylvia Cartwright pour la décision de la Chambre sur la demande de la défense de Ieng Sary. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. La Chambre de première instance a délibéré sur la demande de la défense de Ieng Sary tendant à tenir une audience pour présenter des arguments sur le fait de permettre l'enregistrement de l'accusé et de son médecin dans la cellule de détention. La Chambre est d'avis qu'une audience n'est pas nécessaire. En effet, elle a demandé que des écritures soient déposées citant les sources sur la question. La Chambre note aussi que la décision de la Chambre préliminaire du 11 juin 2010 n'offre aucune ligne directrice quant aux pratiques dans le cas en espèces. C'est pourquoi la Chambre répète ce qui suit. La défense de Ieng Sary doit demander la permission pour reprendre l'enregistrement de l'accusé en application de la règle 92 du règlement intérieur et la Chambre rejette la demande pour la tenue d'une audience. Voilà la décision de la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci, Madame la juge Cartwright. La Chambre laisse à présent la parole à la défense de Ieng Sary pour son interrogatoire du témoin Dr. Hun Chun-Lee. Maître Carnavas. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tous. Avant de commencer mon interrogatoire du témoin, nous demandons la permission, donc, à la Chambre, pour en réponse à votre décision, nous demandons la permission de pouvoir enregistrer ce qui se fait dans la cellule de détention entre notre client, le chargé de dossier et le médecin, pour les raisons suivantes. Quand nous déposerons les écritures
la réponse des procureurs et la décision qui viendra, 3 semaines se seront écoulées. Nous sommes d'avis que d'enregistrer notre client ne préjudiciable envers personne, quand bien même la Chambre pouvait décider plus tard qu'elles ne sont pas admissibles. Et nous pourrons donc détruire les bandes. Mais la décision que vous venez de rendre empêche la défense de faire soit acter les faits. Et nous avons reçu un courriel sans aucune source de droit cité. La décision d'aujourd'hui est en effet un effet de douche froide pour d'autres pratiques. Je n'irai pas dans d'autres arguments, mais nous demandons la permission de la Chambre aujourd'hui pour pouvoir enregistrer et nous assurons la Chambre que ces bandes ne seront divulguées à personne du public. Et nous sommes d'ailleurs prêts, à la fin de chaque journée, prêts à remettre les bandes à la Chambre de première instance. Je suis d'avis que c'est tout à fait raisonnable de le faire. Il n'y a aucun préjudice. Cela permet que les faits soient conservés pour mémoire et pourront être détruites si la Chambre décide qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un moyen transparent qui pourrait soutenir la position de la défense le moment venu, que notre client n'est pas en mesure de suivre les audiences et donc ne peut pas et ne pourra pas jouir de toutes les garanties auxquelles il a droit pour un procès équitable. Merci. Le président, la parole est au procureur. L'accusation. Oui, merci, je serai bref. À des fins d'efficacité. Nous avons déposé une réponse provisoire à l'une des demandes de la défense de Yang Sari hier soir et nous avons déjà présenté quelques arguments sur cette question. Nous sommes d'avis que l'enregistrement des conversations avec le médecin vont au-delà de l'autorisation limitée qui avait été rendue par une décision de la Chambre préliminaire. La Chambre vient juste de rendre une ordonnance qu'il faut mettre fin à tout enregistrement et il faut que toutes les parties s'y conforment. Quant à la demande que vient de déposer mon confrère, je laisse bien sûr à la Chambre le soin d'y répondre. Nous n'avons aucune position là-dessus. Et nous remarquons que notre confrère s'est engagé à remettre les bandes à la Chambre de première instance et que la Chambre décidera ce qu'il en est par la suite. Merci. Le président. La Chambre s'est déjà prononcée et ne souhaite pas revoir sa position. Nous attendons que les parties se prononcent conformément au mémorandum qui a été émis à cet effet. À présent, la défense de Yang Sari a la parole pour l'interrogatoire du témoin. Maître Carnavas, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs les juges, pour votre refus rapide de notre demande. Monsieur, je m'appelle Maître Michael Carnavas. Maître Angoudon et moi-même représentons les intérêts de Monsieur Yang Sari. Je vous souhaite bonjour.
J'aimerais que nous commencions ce matin par une étude de vos antécédents. Pouvez-vous nous dire quand avez-vous terminé vos études et obtenu votre diplôme de médecine? Réponse. En 1967, j'ai obtenu mon diplôme de la faculté de médecine de Phnom Penh. À l'issue d'un practicum, un stage pratique de 20 mois à l'hôpital Calmette. Et j'ai été envoyé pratiquer la médecine à Battambang de 1967 à 1973. À la mi-73, on m'a demandé d'entrer dans l'armée et de travailler comme médecin militaire à Battambang jusqu'en 1975. Maître Carnavas, merci. Nous y allons été étape par étape. Pendant combien d'années avez-vous étudié à la faculté de médecine et avez-vous terminé vos études? Réponse. Cela m'a pris 7 ans pour terminer mes études de médecine. Question. Je vous remercie. Avez-vous étudié une spécialisation particulière? Réponse. Je suis omnipraticien. Question. Mais la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que lors de votre témoignage, vous avez dit que vous avez été médecin de 67 à 73 à l'hôpital civil et que par la suite vous avez été transféré à l'hôpital militaire où vous étiez soignant et pas médecin. Vous souvenez-vous de nous avoir dit cela? Réponse. J'ai été omnipraticien pendant toute cette période. Maître Carnavas par un micro fermé. Question. Donc, lorsque vous avez dit la semaine dernière que vous étiez un simple soignant et pas un médecin à l'hôpital militaire, de 73 à 75, vous étiez-vous simplement mal exprimé? Le président. Monsieur le témoin, pouvez-vous attendre avant de répondre à la question? La parole est à l'accusation. Le procureur, je regrette cette interruption. C'est peut-être une simple question de traduction ou d'interprétation. Nous n'avons qu'à lire le passage pertinent en khmer de la transcription et nous aurons ainsi les mots exacts qu'il a employés pour que nous sachions exactement ce qui a été dit et nous pourrons ensuite régler tout malentendu, le cas échéant. La défense. J'apprécie ces instructions de procureur, mais allons-y étape par étape. Le témoin a rédigé un livre, après 25 ans, après les faits, dans les détails et sans notes. Je pense que sa mémoire est assez bonne pour se souvenir de ce qu'il a dit vendredi ou jeudi dernier. Et j'aimerais lui demander si il a dit, la semaine dernière, à la barre, qu'il était soignant à l'hôpital militaire. Réponse. J'étais médecin à l'hôpital civil.
J'étais toujours médecin à l'hôpital militaire. J'ai continué de pratiquer la médecine, j'étais médecin là-bas. Question. Très bien, laissez-moi donc citer la transcription du 7 septembre, du 7 décembre. C'est à la page 37. Je vais le lire en anglais. Je ne sais pas, car c'est tout ce que j'ai, je ne sais pas ce qui a été dit en khmer. Il est écrit à la ligne 4, traduction non officielle. En 1967, avec la permission du gouvernement, j'ai été envoyé travailler dans un hôpital civil à Battambang. Question. Quand avez-vous quitté Battambang? Réponse. J'ai travaillé à l'hôpital de Battambang jusqu'en 1973, jusqu'à la moitié de l'année 73. Et après, ou plutôt en 73, on m'a demandé d'entrer dans l'armée et de travailler comme soignant militaire dans un hôpital inaudible de 1973 à 1975. Monsieur le témoin, vous souvenez-vous que l'on vous ait posé ces questions et que vous avez donné les réponses que je viens de vous lire? ការបកប្រែនេះមានការលំអៀកមានការ Réponse. Il est possible que l'interprétation a donné un sens différent à ce que j'ai dit. Même si j'ai travaillé à l'hôpital militaire, j'étais encore médecin. Maître Carnavas. D'accord. Il semblerait que la veille, le 6 décembre 2012, vous ayez dit quelque chose de semblable. Peut-être pouvez-vous nous aider? Here on page 76, À la page 76, ligne 21, vous dites, traduction non officielle. Je n'ai pas dit que j'étais soignant, j'étais médecin à la province de Battambang, à l'hôpital de la province de Battambang, car Battambang, tout le monde me connaissait, tout le monde savait que j'étais un médecin civil ou médecin, puis un soignant militaire. Je travaillais comme médecin civil pendant longtemps, avant d'être affecté à être soignant militaire. Et cela poursuit à la page 77 de la transcription, en anglais. Il semblerait donc qu'à 2 reprises, vous avez indiqué que lorsque l'on vous a transféré de l'hôpital civil à l'hôpital militaire, vous êtes passé de médecin à soignant. Car vous n'avez pas dit que vous êtes devenu médecin militaire. Vous dites soignant. Pouvez-vous, je vous prie, préciser? Le président. Pouvez-vous attendre et je passe la parole à le juge Lavergne. Oui, merci Monsieur le Président. Je pense qu'il est opportun, avant de demander aux témoins de clarifier ce qui est dit dans la transcription en anglais, d'abord d'être un peu plus précis. Donc je souhaiterais que la défense de Ieng Sary puisse nous indiquer quelle est l'heure exacte à laquelle les propos auxquels ils font référence ont été prononcés. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la clarification, si clarification doit y avoir, doit être faite à partir du khmer et pas de l'anglais. all right, we'll go with the time first. Maître Carnavas. Très bien, je vais d'abord trouver l'heure. Donc le 6 décembre, c'est après 14.16.39. Et juste avant 14.20.27. Le jour suivant, 7 décembre
lorsqu'il dit qu'il est soignant, ou du moins c'est ce qui a été dit dans l'interprétation. The period, it's 11.02.30. 11 heures 2 minutes 30 secondes. where he says physician Où il dit d'abord médecin à l'hôpital civil, puis in the medical, soignant military hospital. à l'hôpital militaire. And there lies the conundrum. Et voilà le problème. Is there a distinction? Maybe the military uses medical. Y a-t-il une distinction? Le terme signifie médecin dans le langage militaire? Je ne sais pas. Le témoin. J'aimerais tirer ça au clair pour vous. Ce que a été dit en anglais n'est peut-être une mauvaise traduction du terme que j'ai employé en khmer. J'ai dit que j'étais médecin à l'hôpital civil et quand j'étais à l'hôpital militaire, j'étais médecin. Dans la province de Battambang, tout le monde me connaissait comme un médecin civil, puis médecin ou soignant militaire. Car j'ai travaillé à l'hôpital civil pendant longtemps. À l'hôpital militaire, je n'ai travaillé là que très brièvement. Et quand j'étais à l'hôpital militaire, je n'ai pas indiqué aux gens que j'avais un rang particulier. J'étais toujours médecin civil qui travaillait dans un hôpital militaire. Donc voilà, peut-être y a-t-il eu un glissement dans la traduction. Maître Carnavas, d'accord. Le président. Maître Carnavas. Y a-t-il un problème dans la transcription en khmer? Nous vous demandons d'utiliser la transcription en khmer pour fonder vos arguments. Car il n'est pas approprié d'utiliser la transcription en anglais quand vous posez des questions à un témoin qui s'est exprimé en khmer. Et nous sommes d'avis que vous devez passer une autre question sur un autre sujet. Si vous souhaitez faire cela et continuer sur ce sujet, veuillez utiliser la transcription en khmer. Maître Carnavas. Monsieur le Président, juste avant que vous
délibéré, j'ai entendu. Je ne sais pas ce qui a été dit en Khmer, mais j'ai entendu l'interprète qui travaille avec nous depuis longtemps, et nous devons dépendre des interprètes. Il a dit qu'il est allé à l'hôpital militaire, qu'il était médecin ou soignant. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je viens d'entendre dans mes écouteurs. Médecin ou soignant. Moi, j'écoute avec attention. Et c'était justement la question que j'allais poser. C'est ce que j'entends. Peut-être pense-t-il dans les cabines d'interprétation qu'il s'agit de synonymes. Le médecin a-t-il dit... Le témoin a-t-il dit médecin ou soignant? Est-ce le même mot pour lui? C'est ce que j'entends en interprétation et je dois dépendre des interprètes pour mon travail. Le président, nous demandons au Conseil cambodgien de Ieng Sary de vérifier la transcription en Khmer pour voir s'il y a eu des problèmes d'interprétation. Et il est en effet équitable pour le témoin que l'on procède à cet exercice. Maître Angoudon. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, nous n'avons pas préparé la version en Khmer, car notre chargé de dossier est celui qui nous aide avec cela. Mais malheureusement, il est dans la cellule de détention. Avec la permission de la Chambre, j'aimerais pouvoir aller le voir dans la cellule de détention, car j'ai des problèmes à entrer en contact avec lui, avec le same time. Et je ne peux pas communiquer de façon efficace avec mon chargé de dossier. Maître Carnavas. Monsieur le Président, écoutez, le véritable problème est ici. Le témoin a-t-il dit médecin ou soignant? C'est ce qui a été interprété en simultané. Donc, soit il l'a dit, soit il a été mal traduit. C'est ce que j'ai entendu. Et moi, c'est ce dont je dépends. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne parle pas de la semaine dernière, je parle de ce matin. C'est ce que je viens tout juste d'entendre. Écoutez, peut-être que l'interprète utilise soignant et médecin ou ajoute un mot. Je n'en sais rien. Le président. Merci, maître. Pour cette intervention. Mais nous devons obtenir des éclaircissements. Nous ne voulons pas que vous parliez de cela tout seul. Et nous donnons d'abord la parole à l'accusation. L'accusation. Merci. Pour compléter le débat, au moins 2 fois, le témoin a dit qu'il avait été médecin à l'hôpital militaire de 73-75. Il a dit en plus. Il a dit qu'en plus, tout le monde le connaissait dans la région. Tout le monde savait qu'il était médecin la semaine passée. Il a dit qu'après l'arrivée des Khmers rouges, il n'a pas pu cacher son identité parce que tout le monde le connaissait et savait qu'il était médecin. C'était quelqu'un qui avait travaillé dans des hôpitaux. Malheureusement, la défense n'a pas les transcriptions prêtes, mais en l'espèce, ce qu'a dit le témoin est clair. Nous devons passer à la suite, à moins que la défense ne puisse donner la transcription en Khmer pour lever toute incohérence. La défense. Je passe à autre chose. Mais cela n'élucide pas la question de savoir ce qu'il a dit aujourd'hui. A-t-il dit médecin ou soignant? S'il ne l'a pas dit, alors il faut donner aux interprètes l'instruction de ne pas prêter aux témoins des mots qu'ils n'ont pas prononcés. S'il l'a dit, il peut dire pourquoi il a employé les termes médecin ou soignant.
Un, deux, un, deux. Le président. Les débats reprennent. Je vous en prie, allez-y. Maître Canavas, je passe à autre chose, mais j'y reviendrai. Vendredi, vous avez dit avoir rédigé ce livre en vous appuyant sur votre mémoire. Est-ce que vous confirmez ces propos? Réponse. Oui. Je confirme ce que j'ai déclaré. J'ai rédigé ce livre en m'appuyant uniquement sur ma mémoire, la défense. Au fil des ans, vous ne vous êtes appuyé sur aucun document parmi les livres que vous aviez lus pour décrire les événements dont il est question dans votre livre. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Il s'agit de mon livre. Je n'ai rien copié. Question. Avez-vous effectué des recherches? Êtes-vous, par exemple, allé au DCCAM pour consulter leurs archives? Réponse. Je ne suis jamais allé au DCCAM. L'interprète n'a pas compris la fin de la réponse. La défense. À la lecture de votre livre, il semblerait que vous compreniez l'anglais et le français. Est-ce exact? Réponse. Effectivement, je parle le français et je parle un peu l'anglais. Question. À l'époque de 75 à 79, vous compreniez aussi l'anglais et vous lisiez l'anglais, n'est-ce pas? Pourriez-vous répéter la réponse? Nous ne l'avons pas entendue. Réponse. Je lisais bien le français et j'étais capable de lire en anglais. Question. Vous dites qu'à un moment, entre 75 et 79, vous avez eu 2 livres en anglais, un exemplaire de Tom Sawyer, écrit par le grand écrivain américain Mark Twain, ainsi qu'un autre livre, The World of the Afterlife, un livre écrit par un journaliste américain. Est-ce que ces livres étaient en anglais, en khmer, en français? Réponse. Je n'ai pas lu seulement ces 2 livres quand j'ai travaillé là-bas. À l'époque, j'ai pris un risque. En lisant ces livres entre 75 et 79, au total, il y avait 3 livres, dont l'un était en français. Il s'appelait Histoire de la Russie. Le deuxième était en anglais. Il s'appelait
The World After Life. Quant à Tom Sawyer, le troisième de ceux que j'ai lus, je l'ai lu quand j'étais transféré à nouveau vers l'hôpital civil. Question. Je veux m'assurer que vous lisez et comprenez l'anglais et le français. Vendredi, vous nous avez dit qu'après 79 et jusqu'au moment où vous avez commencé à rédiger votre livre, soit vers 2004, vous avez lu de nombreux livres sur la période des Khmers rouges. Vous avez même cité 2 de ces livres. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela? Réponse. Oui. Mais je n'ai pas dit que j'avais lu beaucoup de livres. Ce que j'ai dit, c'est que j'avais lu certains livres au sujet des Khmers rouges. En l'occurrence, le livre de Laurence Pic, intitulé « Au-delà du ciel », et l'autre étant Prisonnier des Khmers rouges. La défense. L'autre livre devait être celui du prince Sihanouk, n'est-ce pas? Réponse. Oui. Il s'agissait du livre de Samdech Norodom Sihanouk, Prisonnier des Khmers rouges. Question. Donc, ce que vous nous dites, c'est que durant la période allant de 79 à 2004 et par la suite, tout ce que vous avez lu en tant qu'intellectuel au sujet des Khmers rouges, sur la période 75-79, ça a été uniquement ces 2 livres, rien d'autre. Réponse. Durant la période des Khmers rouges, j'ai lu seulement les 3 livres. Maître Canavas, première phrase inaudible car le micro était éteint. Vous avez dit plusieurs fois que vous étiez un intellectuel. Maintenant, j'aimerais déterminer exactement combien de livres vous avez lus. Depuis 79 jusqu'à 2004. Vous prétendez n'en avoir lu que 2. Est-ce que vous confirmez avoir lu uniquement ces 2 livres-là? Le président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. Mon éminent confrère déforme peut-être par inadvertance ce qu'a dit le témoin. Celui-ci n'a jamais dit n'avoir lu que 2 livres depuis 79. Ça, c'était en réponse à une question de la défense de Nguyen Shea, qui voulait savoir combien de livres sur les Khmers rouges avaient été lus par le témoin. Et ce témoin a cité ces 2 livres pour l'après 79. Il convient de ne pas dénaturer les propos du témoin. La défense. Monsieur le Président, je pensais qu'il était clair que je parlais de 2 livres concernant cette période et pas de livres au total. Le témoin a dit n'avoir été influencé par aucune de ses lectures. Je veux mettre le témoin sur la sellette pour qu'il nous dise exactement combien de livres il a lu sur la période des Khmers rouges. Le témoin. Durant la période Khmers rouge, alors que je travaillais à l'hôpital militaire de P2, j'ai lu 2 livres. Mais ces 2 livres ne portaient pas sur le régime des Khmers rouges.
Mais quand je suis retourné à P1, qui était un hôpital civil, là j'ai lu un autre livre, Tom Sawyer. Par la suite, j'ai aussi lu le livre de Laurence Pic, ainsi que celui du prince Norodom Sihanouk. Plus tard, j'ai lu d'autres livres, mais je n'ai pas lu beaucoup de livres. Je ne me souviens pas du titre de ces livres. Je n'ai pas non plus lu ces livres de façon approfondie. Pendant la période Khmer Rouge, là, j'ai lu chaque page des 3 livres précités. Ce que je veux souligner, c'est que les livres que j'ai lus n'ont eu aucune influence sur mon propre livre. Question. Parlons de cette période 75-79. Vous avez écrit avoir eu une radio, et vous l'avez dit aussi. Je crois que c'était une Sony. Vous souvenez-vous l'avoir écrit? Réponse. J'avais un petit transistor Sony. J'ai pris le risque de l'écouter le soir. J'avais de petits écouteurs et je n'écoutais la radio que le soir. Question. En 75, quelle était la taille de cette radio? Les interprètes n'entendent pas les propos du témoin. Le président. Témoin, veuillez allumer votre micro, ou plutôt attendre qu'il soit allumé. Le témoin. La radio faisait environ 10 cm sur 20. Pour ce qui est des écouteurs, je ne les gardais pas avec la radio. Je devais les garder ailleurs. Question. En donnant la taille, d'après vos gestes, en tout cas, on a l'impression que le transistor faisait plus ou moins la taille d'une boîte à chaussures, ou qu'elle était un peu plus petite. Est-ce exact? Si l'on veut visualiser la taille de cette radio, si ce n'est pas le cas, veuillez me corriger. Vous allez comprendre pourquoi je pose la question. Le témoin. La taille de cette radio, eh bien, elle n'était pas très grande. Je la recouvrais d'un sachet en plastique que j'utilisais également comme housse d'oreiller. Question. Vous avez également parlé d'une montre Rolex, une montre chère que vous avez gardée jusqu'à l'année 1979. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est la même Rolex que celle que je porte maintenant. Question. Vous avez aussi dit avoir possédé de l'or, parce que vous utilisiez de l'or pour acheter des batteries pour votre radio. Radio qui, d'après ce que vous dites, a fonctionné jusqu'au mois de juillet 79. Donc vous aviez aussi de l'or en votre possession. Réponse. L'or, je ne le conservais pas moi-même, il appartenait à ma mère. Question. Début inaudible. Qui l'avait en sa possession? Votre mère ou vous? Est-ce que quand vous aviez besoin d'or, vous alliez en chercher auprès de votre mère?
Réponse. C'est ma mère qui gardait cet or. Question. Les batteries que vous achetiez pour votre Sony, où les achetiez-vous? Auprès de qui achetiez-vous ces piles? Réponse. À l'époque des Khmers rouges, nous avions de l'or de manière générale. Les évacués devaient troquer de l'or contre du sucre, du riz ou des piles. Nous devions le faire en cachette. Question. Je vous prie de répondre à ma question. Avec qui faisiez-vous du troc pour obtenir des batteries? Était-ce avec un cadre Khmer rouge? Était-ce quelqu'un qui avait été propriétaire d'un magasin, qui avait réussi à en stocker? Réponse. Je faisais du troc avec les autres évacués. Nous échangions des objets avec eux. Question. Début inaudible. Juin 1977, les évacués pouvaient avoir sur eux des objets comme des piles, même si, d'après ce que vous dites, vous étiez constamment fouillés. Réponse. Effectivement, ils étaient en permanence en train de rechercher certains objets, mais des piles restaient disponibles. Secrètement, nous faisions du troc pour obtenir d'autres objets dont nous avions besoin. Question. À nouveau, le début est inaudible et l'interprète, malheureusement, ne peut pas interpréter des fragments de questions, car souvent, c'est le mot interrogatif qui apparaît au début de la question. Would you have gotten into trouble for having a radio? Le fait de posséder une radio de la taille d'une boîte de chaussures posait-il problème? Monsieur le Président, juste une remarque. Le Président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à la co-avocate principale. Oui, pardon, Monsieur le Président. C'est juste une remarque. Est-ce que mon confrère pourrait attendre un peu avant de débuter ces questions, parce que nous avons manqué le début des 3 ou 4 dernières questions déjà. Merci. Apologies. La défense. Mes excuses. Le Président. Témoin, veuillez répondre à la dernière question posée par la défense, si vous vous en souvenez. Le témoin. Je pense avoir oublié la dernière question de Maître Canavas. J'aimerais qu'il la répète. Question. S'ils avaient trouvé cette radio dont vous étiez en possession, est-ce que vous auriez eu des problèmes à cause de cela? Réponse. Oui, j'aurais risqué ma vie si j'avais été découvert en possession d'une radio, ou même si l'on m'avait surpris en train de lire des livres. Mais, à l'époque, j'étais extrêmement avide d'informations. Je voulais lire pour obtenir des informations. C'est pourquoi j'ai osé prendre ce risque. Question.
Début inaudible. Les livres français et anglais, est-ce que cela vous aurait aussi causé des problèmes? Réponse. J'ai dû trouver certains stratagèmes. La défense. Je ne veux pas être grossier, mais j'aimerais recevoir une réponse. Vous pouvez parler de vos stratagèmes quand je vous demanderai quel stratagème vous avez trouvé pour conserver votre carnet que vous prétendez avoir détruit. Maintenant, je vous pose une question en vous demandant de répondre par oui ou par non. Le président. Témoin, veuillez attendre. Le président. La parole est au président Jean-Marc Lavergne. Est au juge Jean-Marc Lavergne. Je vous en prie. Oui, merci, Monsieur le Président. 3 observations. La première, c'est que le témoin a répondu à la question qui vient de lui être posée à nouveau par Maître Carnavas. Donc la question est répétitive. La deuxième, on observe que le ton qui est employé par Maître Carnavas est totalement inapproprié. Et la dernière chose, c'est que lorsque Maître Carnavas dit qu'il ne veut pas être grossier, je pense que c'est à lui de faire attention à ce qu'il dit. La défense. Monsieur, est-ce que lors vous auriez causé des problèmes? Auriez-vous pu perdre la vie si vous aviez été surpris en possession d'or et surpris en train d'utiliser cet or pour acheter des piles? Réponse. Je pense que d'autres évacués aussi avaient dû emporter de l'or avec eux pour le troquer contre certains biens dont ils auraient pu avoir besoin. Question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question? Je ne pense pas que c'est une question répétitive si je vous demande de nous dire si vous auriez eu des problèmes au cas où vous auriez été surpris avec de l'or. C'est une question assez simple. Réponse. Oui. S'ils avaient appris que je possédais de l'or, l'or aurait été confisqué. Question. Qu'en est-il de la Rolex? Est-ce que vous la portiez ouvertement ou est-ce que vous la cachiez aussi avec la radio et avec les livres? Réponse. Dans mon livre, j'ai écrit à ce sujet. Donc, j'ai caché dans plusieurs couches de sacs de plastique et enterré. En 79, je suis allé la déterrer. Question. Mais vous dites que vous preniez des notes, mais que vous avez détruit vos journaux intimes, car vous aviez peur de courir un risque. Comment se fait-il que vous aviez un poste de radio quand même assez gros, 3 livres, ça prend un peu de place quand même,
l'or que vous alliez chercher à l'occasion, les piles que vous aviez obtenues par troc en échange d'or, la Rolex, elle était enterrée. Et comment se fait-il que vous prétendez aujourd'hui que vous avez consigné des notes dans un cahier et que vous les avez détruites alors que vous avez pu cacher ces objets qui sont assez gros quand même, surtout lorsque l'on considère que vous vous déplaciez quand même Réponse. Permettez-moi de l'expliquer en ce sens. Les livres, je les ai lus à l'hôpital militaire. Car à l'hôpital, j'avais une salle à part dans laquelle je pouvais travailler seul. Et j'ai dû arracher les pages couverture de ces livres que j'avais lus. Après avoir lu quelques pages, j'arrachais les pages que j'avais lues et je les jetais. Ou je m'en servais pour rouler des cigarettes. Et les pages que j'avais lues, donc je les donnais à des gens qui, comme ça, ils pouvaient se rouler des cigarettes avec. Donc c'était ma pratique. Je lisais quelques pages, puis je les arrachais. La montre, j'ai dû l'enterrer. Et mes notes, je les ai détruites. Je n'avais pas le choix. Car j'avais peur d'avoir des problèmes. J'avais peur qu'elles soient retrouvées. Dans la coopérative, les fouilles étaient très rigoureuses. Et quand je suis arrivé dans la coopérative, je ne pouvais plus lire et je ne pouvais pas les garder, donc la meilleure option était de les détruire. J'ai enterré la montre et la radio, non pas la radio, mais j'ai enterré la montre quand j'étais à la coopérative, mais j'ai pu cacher le poste radio car je l'ai caché dans mon oreiller. Et ça ressemblait à un oreiller, donc personne ne s'en est rendu compte. Maître Carnavas, devons-nous croire que l'on n'a jamais fouillé la pièce? Car s'ils avaient fouillé dans votre chambre, ils auraient cherché, enfin, ils auraient fouillé votre lit, votre oreiller. Et d'après ce que vous avez dit à la page 80 de votre livre, vous dites que les dernières nouvelles que vous avez eues étaient en juillet 1977 car vous n'avez plus d'argent pour acheter des piles. Il semblerait donc que jusqu'en juillet 1977, même si vous vous déplaciez, ou on vous déplaçait, vous avez pu emporter avec vous cet objet assez gros, mais pas vos notes. Réponse. J'aimerais répondre en deux fois. À l'hôpital militaire, on m'a attribué une maison à part. Et grâce à cela, j'ai pu lire des livres, mais je ne les ai pas lus en public. J'ai dû arracher les pages, y compris les pages couverture, quand j'avais terminé. Pour ce qui est de la radio, quand j'étais à l'hôpital et quand je suis devenu éleveur de bétail, j'ai dû le mettre dans un sac avec mon moustiquaire.
pour en faire un oreiller. J'avais une cabane à part aussi. Maître Carnavas, je vais passer à autre chose. De 1979 à 2004, vous n'avez jamais cherché à réécrire les notes que vous aviez prises. En fait, c'est 25 ans plus tard, en 2004, que vous avez commencé à consigner tous les détails que l'on retrouve dans ce livre, et vous l'avez fait de mémoire. N'est-ce pas?បាទការឆ្ល Réponse. L'expérience que j'ai vécue sous les Khmers rouges est gravée à jamais dans ma mémoire et je ne l'oublierai jamais. Je me souviens de tous les détails. Question. Très bien. À la page 11. En 0006, terminant par 56 ou 57, je vais le répéter. 00, 67, 87, 56 à 57. Et je suis désolé, je n'ai pas la version française. Il est écrit donc, vous écrivez au deuxième paragraphe, à 9 h du matin. Un hélicoptère est atterri au parc d'enfants au bord de la rivière Shankar. Laissez-moi marquer une pause dans la lecture. Avez-vous été témoin de l'atterrissage de cet hélicoptère? La réponse, c'est oui ou non, s'il vous plaît. Réponse. Le 17 avril 1975 à 9 h du matin, l'hélicoptère est atterri dans le parc d'enfants. Et il y a des gens qui sont passés donc sur le pont en métal, ont monté à bord de l'hélicoptère et sont partis. Question. Vous l'avez vu ou vous l'a-t-on dit, ce qui s'est produit à 9 h du matin? Réponse. Comme je l'ai dit, j'en ai été témoin. Intervention inaudible de Maître Carnavas. Vous avez dit qu'il y a d'autres parties de votre livre que des faits, c'est-à-dire que vous relatez dans votre livre dont vous n'avez pas été témoin, mais dont on vous a parlé. Réponse. Pouvez-vous être plus précis? À quelle partie faites-vous référence? Question. Permettez-moi de le dire ainsi, puisque vous gardez un souvenir très frais de ce qui s'est passé il y a 25 ans. Pouvez-vous nous dire si jeudi ou vendredi, vous nous avez dit, sous serment, je vous le rappelle, que vous avez entendu parler de certains événements plutôt que d'en avoir été témoin oculaire. Et c'était en réponse à des questions que vous ont posées les procureurs et les parties civiles et la défense aussi. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela? Réponse. J'aimerais peut-être vous poser une question, car je n'ai pas bien compris de quoi vous parlez. Question. Allons donc à la page 6 de votre ouvrage, où vous y écrivez, donc en Khmer 0036 9675, troisième paragraphe dans la préface. J'écris ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Quand vous dites vous écrivez à propos de ce que vous avez entendu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu d'autres personnes ou devons-nous croire que ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que tout ce qu'il y a dans cet ouvrage sort entièrement de vos souvenirs et de vos observations directes,
plutôt que ce que d'autres personnes aient pu vous dire. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La parole est au procureur. Une fois de plus, je pense que mon confrère, sans doute malencontreusement, déforme les propos. Le médecin a témoigné la semaine dernière qu'il avait il a confirmé qu'il avait vu certains événements lui-même et que d'autres choses il avait entendues. Donc de dire aujourd'hui qu'il a dit avoir tout vu directement, ce n'est pas juste et il faudrait lui rappeler ses propos plus exactement. Mr. President, I concur with what the prosecutor. Maître Carnavas, je suis tout à fait d'accord avec ce que le procureur vient de dire à propos de ce qu'a dit le témoin. Mais peut-être le témoin n'a-t-il pas une si bonne mémoire s'il ne se souvient pas de ce qu'il a dit jeudi ou vendredi de la semaine dernière, ce qui vient ensuite porte à l'épreuve un peu sa crédibilité de ce qu'il a écrit 25 ans après les faits. De plus, il est possible qu'aujourd'hui, le témoin a changé d'idée et veut changer sa déposition. Peut-être pense-t-il s'être mal exprimé l'autre jour, et c'est pourquoi je voulais lui donner la chance de se corriger. Toutefois, si l'accusation est d'accord pour dire que ce qu'il y a dans le livre n'est pas en accord parfait avec ce que le témoin a vu lui-même, mais plutôt s'il s'agit d'un oui-dire à 2 ou 3 niveaux, eh bien je suis prêt à passer à autre chose, si l'accusation est prête à me concéder cela. Le président, la parole est à l'accusation. Le procureur, je regrette cette interruption et je me lève parce que mon confrère m'a invité à le faire. La façon de procéder est de faire la différence entre ce que le témoin a vu directement et ce qu'il a entendu. Et donc chaque fait ou chaque événement doit être étudié au cas par cas, et le témoin exprime clairement quelle était la source de ses connaissances, soit il l'a vu directement ou s'il l'a su par quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose que nous présenterons en temps utile dans nos conclusions finales. Maître Carnavas, laissez-moi poser la question suivante. Monsieur le témoin, vous nous avez dit la semaine dernière que vous ne pouviez pas circuler librement. Maintenez-vous cette affirmation? Réponse. En effet, c'est vrai. Je ne pouvais pas, tout comme les autres, me déplacer à ma guise. Question. Toujours sur cette préface, vous dites que le livre ne couvre que les événements à Battambang et dans 2 districts. Est-ce parce que c'était l'univers dans lequel vous avez vécu de 75-79? C'était le seul aire géographique dans lequel vous avez pu vous déplacer pendant la période? ពីព្រោះថាខ្ញុំចំនួនរបបខ្មែរក្រមខ្ញុំធ្វើការ Réponse. Sous le régime des Khmers rouges, j'ai travaillé dans 2 hôpitaux, au chef-lieu de Battambang et aussi dans l'hôpital de district à Domteo, qui s'appelle aujourd'hui le district de Aikpnom, et j'ai aussi travaillé au district de Mangrosai. Voilà les endroits où j'ai pu me déplacer et sur lesquels j'ai écrit. Question. Enfin, ni dans votre déposition d'aujourd'hui et de la semaine dernière ou dans votre livre est-il indiqué que vous ayez participé à des réunions de haut niveau ou des décisions de politique
et fait l'objet de discussion. Ai-je raison? Réponse. J'étais médecin. On m'a demandé de travailler à l'hôpital de district et à l'hôpital de secteur, à l'hôpital P2 et l'hôpital civil P1. Quand j'ai travaillé là, bon, il est possible que l'interprète se soit fourvoyé. Je n'étais pas un médecin de haut rang ou un des médecins principaux de l'hôpital. J'étais là en tant que prisonnier politique ou simple employé, membre du personnel médical. Et je travaillais avec les médecins Khmer Rouge. Je n'avais pas de rang, de fonction élevée. Question. Il me semblerait, d'après ce que nous entendons aujourd'hui, et vous y faites allusion dans votre ouvrage, de 1975 à 1979, vous n'avez pas occupé les mêmes fonctions qu'avant. Autrement dit, vous n'étiez pas traité comme un médecin, vous étiez là comme un adjoint, bon, vous étiez à l'hôpital, mais peut-être n'étiez-vous pas considéré comme un médecin. Est-ce une bonne façon d'interpréter ce que vous nous avez dit? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre, que votre micro soit activé. Réponse, oui, c'est exact. Mais j'ajouterai la précision suivante. On m'a demandé d'être un assistant, mais j'étais aussi prisonnier et j'étais dans un rang subordonné. J'étais un employé d'un rang de base. Question, et si j'ai bien compris ce que vous avez dit aujourd'hui et ce que vous me dites maintenant, vous n'avez pas été invité à participer à des réunions où l'on discutait de questions ou de politiques importantes. N'est-ce pas? Réponse. C'est exact. Comme je l'ai dit, je devais aider les gens et j'étais en même temps prisonnier. J'occupais un rang inférieur. Question. Donc, quand vous déposez aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure de nous dire quelles étaient ou quelles auraient pu être les politiques à l'époque. Vous pouvez vous rappeler de ce que vous avez vu, de ce que vous avez vécu, mais pour ce qui est des politiques, vous ne pouvez pas nous en parler. Est-ce bien le cas? Réponse. Non, en effet, je ne peux pas. Now let me Maître Carnavas, merci. On va passer à l'année 1979. À la dernière page de votre livre, page 145 en anglais, en khmer, ce serait 00 67 80, 89 41 42. Vous dites, j'étais directeur de l'hôpital à Battambang de 1979 à 1986 et directeur du service de santé de la province de Battambang de 1986 à 1992. Donc je présume que vous maintenez ce que vous avez écrit. Réponse. Oui, oui.
Après la chute du régime Khmer Rouge, j'ai travaillé à l'hôpital de Battambang en tant que directeur de l'hôpital jusqu'en 1986, date à laquelle j'ai été promu au poste de directeur du service de santé provincial jusqu'en 92. On m'a ensuite transféré au ministère de la Santé. Maître Carnavas. Très bien, merci. Il semblerait que vous avez été nommé à ces postes par le nouveau régime, ou alors par les Vietnamiens qui dirigeaient le pays. C'est d'ailleurs, vous semblez y avoir, vous y faites allusion dans votre livre. Est-ce exact? Réponse. C'est le gouvernement du Cambodge, pas les Vietnamiens, qui m'ont nommé à ce poste. Question. Mais vous décrivez dans votre livre comment, jusqu'en 1989, je crois, c'était les Vietnamiens qui dirigeaient la situation au Cambodge. Réponse. Il n'était pas inhabituel que l'on retrouve des experts vietnamiens dans des ministères. Question. D'accord? N'était-ce pas votre... que ce soit le gouvernement du Cambodge ou les Vietnamiens, mais vous écrivez dans votre ouvrage qu'en 1986, 6 ou 7 ans après la chute de Phnom Penh, la Homa des Vietnamiens, que vous avez été envoyé au Vietnam pour une séance de lavage de cerveau de 6 mois. Qui a décidé de faire cela? Était-ce le gouvernement cambodgien ou le gouvernement vietnamien? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à l'accusation. Le procureur. Monsieur le président, nous n'avons pas... Nous ne sommes pas opposés tout de suite, car nous voulions laisser à Maître Carnavas la chance de montrer la pertinence, mais la Chambre s'est déjà prononcée que le contenu des séances au Vietnam ne sont pas dans le cadre du procès, surtout car le témoin a confirmé que cela n'avait eu aucun impact sur son livre ou ses souvenirs. Maître Carnavas, j'aimerais pouvoir répondre. Nous trouvons que c'est tout à fait pertinent, car le témoin a démontré qu'il n'a aucune note car il les a détruites. Il a rédigé son livre 25 ans plus tard. Il a été nommé à un poste assez élevé avec un gouvernement qui travaillait pour le Vietnam 7 ans après les événements. Il admet lui-même avoir participé à une séance de lavage de cerveau de 6 mois au Vietnam. L'objectif d'un lavage de cerveau, c'est justement que la personne dont le cerveau a été lavé n'est pas en mesure d'être conscient jusqu'à quel point leur mentalité a été changée. Et nous sommes d'avis que certaines des choses qu'il écrit 25 ans après pourraient être influencées par cela. Et c'est pourquoi nous posons la question. Si on m'empêche de poursuivre, je passerai à autre chose, mais j'aimerais que la Chambre se prononce là-dessus. Le président, la Chambre retient l'accusation. La Chambre a déjà rendu une décision à cet effet. Maître Carnavas, très bien, ma position était différente, mais j'accepte la décision. J'aimerais maintenant que l'on parle à la page 144, en Khmer 006, 28900. Donc,
en janvier 79, toujours dans la période dont est saisi le tribunal. Et vous dites, enfin vous écrivez, que le jour suivant, la radio de Phnom Penh a annoncé le nouveau nom du pays, la République populaire du Kampuchea, qui était associée à la République socialiste du Vietnam. Un sentiment de scepticisme est entré dans mon esprit. Le peuple cambodgien s'était-il retrouvé dans une autre situation semblable, la même, entre le crocodile dans la rivière et le tigre sur terre? Un autre régime communiste mené par le même groupe communiste et soutenu par un pays communiste qui avait avalé le territoire du Cambodge allait venir remplacer les Khmers rouges et le régime communiste. En fait, la situation au Cambodge était très mûre pour le Vietnam. Si ce n'avait pas été du Front uni Khmer, le Vietnam aurait créé un Front Khmer qui aurait servi de prétexte pour envahir le Cambodge et détruire ce méchant Cambodge démocratique pour créer un nouveau gouvernement cambodgien qui serait contrôlé par eux, le Vietnam. Les apparences changent, mais l'essence demeure et est encore plus catastrophique. Ho Chi Minh. La vision à long terme de Ho Chi Minh vis-à-vis du Cambodge s'est-elle réalisée? Que va devenir le Cambodge? Quel avenir y aura-t-il pour nos enfants, nos petits-enfants et les générations futures? Quels sont Que veut dire cette entente de 25 ans signée entre les aidants et ceux qui ont supplié d'être aidés? Vous souvenez-vous d'avoir écrit cela? បាទខ្ញុំបានសរសេរនៅគ្រាទាំងអស់នេះ Réponse. Oui, oui, je m'en souviens. Question. Eh bien, si nous pouvions peut-être en parler. Je ne veux pas. Je ne veux pas que vous parliez de ce qui s'est passé après 79 et K5 et ce genre de choses, mais j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous avez écrit. Car il vous semblait poser des questions rhétoriques dans ce passage sur la vision à long terme d'Ho Chi Minh vis-à-vis du Cambodge. Vous parlez du Vietnam qui avale des morceaux du Cambodge. Pouvez-vous expliquer pourquoi aviez-vous cette impression à votre esprit quand vous avez été libéré? ខ្ញុំយល់ថាជាការធម្មតា Réponse. Je ne crois pas qu'il soit inhabituel. Qu'un pays qui reçoit une aide étrangère pour renverser un régime, il est normal pour le pays qui aide d'avoir un objectif clair. Et j'ai écrit dans le livre que les Khmers rouges étaient en conflit avec le Vietnam. Mais les Khmers rouges ont passé du temps à tuer leur propre peuple plutôt que de tuer l'ennemi. Et j'ai donc écrit dans le livre qui n'aimait vraiment véritablement pas le Cambodge et qui ne priait pas pour que le régime des Khmers rouges prenne fin. Le président, maître, de combien de temps avez-vous encore besoin? La défense. Je pourrais m'en sortir avec entre 7 et 10 minutes. Si je puis achever ces questions, je pense pouvoir
en terminer, mais je dois encore poser quelques questions sur ce point. Le Président, je vous en prie, allez-y. La Défense. Merci, Monsieur le Président. Revenons en arrière. Je vais vous citer. Vous dites, dirigé par le même groupe communiste et soutenu par le même pays communiste qui avait avalé le territoire cambodgien. À l'époque, en janvier 1979, est-ce que vous pensiez que les Vietnamiens avaient avalé le territoire cambodgien dans le passé? Le Président. Témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. L'accusation. Objection pour défaut de pertinence. L'avis du témoin sur l'histoire du Cambodge et du Vietnam, tel que cet avis existait le 6 janvier 1979, n'a aucune pertinence. Cela n'a aucune valeur pour intervenir à décharge. De toute évidence, ces questions sont dénuées de pertinence et ne sont pas de nature à mettre à jour des éléments susceptibles d'éclairer la Chambre pour la manifestation de la vérité. La Défense. Je marque une pause pour l'interprétation française. J'aimerais expliquer pourquoi c'est pertinent. L'accusation, et peut-être l'ONU, voudrait que nous pensions que quelque chose se serait produit comme par magie le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979, tandis que rien ne s'était produit ni avant ni après. L'après ne m'intéresse pas, même si je dirais que cela est pertinent pour fixer le contexte historique, mais peut-être que les puissances qui ont créé ce tribunal ne veulent pas qu'on en parle. Quoi qu'il en soit, cette question n'en demeure pas moins que dès le début, dès l'année 75 et même avant, il existait une crainte quant aux objectifs des Vietnamiens. Ce témoin n'est pas un cadre Khmer Rouge. Il dit ne pas avoir subi de lavage de cerveau. Mais il a écrit un livre et il parle des plans à long terme d'Ho Chi Minh. Il écrit un livre dans lequel il dit que dans le passé, le Vietnam a avalé le Cambodge. Quand nous parlons de questions qui ont trait à l'implication vietnamienne ou qui ont trait aux craintes du régime des Khmer Rouges face au Vietnam, nous devons examiner le contexte historique. Si une personne ordinaire estime qu'il existait une crainte historique dans ce sens, pourquoi la défense n'est-elle pas autorisée à en parler? Pourquoi est-ce que le régime des Khmer Rouges a inventé cette chimère selon quoi le Vietnam voulait avaler le Cambodge ou avait des ambitions territoriales au Cambodge? Je pense que c'est pertinent. Il me faudra une ou deux questions, les juges décideront qu'en faire. Mais on ne saurait prétendre que l'on peut juger cette affaire dans le vide. Ceci est illogique. Le Président. L'objection telle qu'elle a été motivée par l'accusation est retenue. La défense est priée de passer à autre chose.
la défense. Avant de passer à autre chose et avant de me rasseoir, j'aimerais obtenir des éclaircissements de la part de la Chambre. La Chambre décide-t-elle que l'accusation peut parler des Vietnamiens tandis que la défense n'est pas autorisée à le faire? Si tel est le cas, outre qu'il y a deux poids, deux mesures, cela montre clairement que la défense n'est pas autorisée à faire valoir sa position en argumentant sur les faits et en plaçant les faits dans leur contexte historique. J'aimerais obtenir une décision. Est-ce que la décision porte uniquement sur ce témoin ou bien est-ce que désormais, jusqu'à la fin du procès, la défense ne sera plus autorisée à examiner quelques questions que ce soit ayant trait au Vietnam, au comportement des Vietnamiens, avant, pendant et après, ayant trait aux exécutions qu'ils ont commises, ayant trait aux soupçons qu'abritaient les citoyens ordinaires par rapport au Vietnam, ce qui cadrait également avec les soupçons qu'avaient les Khmers rouges. J'aimerais donc entendre la décision de la Chambre à ce sujet, après quoi je vais me rasseoir. Le président, la question a déjà été tranchée. L'objection visait la question spécifique de la partie adverse. D'après la Chambre, ce témoin n'est pas un témoin expert, ce n'est pas un historien. La Chambre a cité ce témoin à comparaître pour qu'il parle de l'expérience qu'il a vécue, pour qu'il parle de ce qu'il sait des structures administratives et de la première phase des transferts de population. Au début de la déposition d'un témoin, les avocats doivent examiner les instructions de la Chambre. La question a donc déjà été tranchée. Si une objection donnée, si une question donnée est visée par une objection, la Chambre tranche au cas par cas. La défense. Je veux donner acte de ma position avant de me rasseoir. L'accusation a examiné d'autres questions et l'a traité comme un témoin. Le président interrompt. La Chambre s'est déjà prononcée. Le moment est venu d'interrompre les débats. La déposition de ce témoin prend fin. Monsieur le témoin, votre déposition est terminée. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour venir déposer devant la Chambre. Vous pouvez rentrer chez vous ou ailleurs. Monsieur d'audience, veuillez prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez lui. Monsieur Chun-Li, vous pouvez disposer. Je vous en prie. Après la pause, la Chambre entendra le témoin CW 307. L'audience reprend à 11h.